Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 26 septembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 180 du podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler premièrement de quelques nouvelles du côté de l'intelligence artificielle, donc entre autres avec les nouvelles fonctions de ChatGPT et également l'investissement de 4 milliards de dollars de la part de Amazon. Je vais également vous partager d'autres données par rapport à l'économie du Québec, donc les véhicules neufs ainsi que les faillites d'entreprises. Et finalement, je vais terminer avec une variante du DCA, DCA qui est le Dollar Cost Averaging. Et je vais un peu expliquer cette approche-là qui utilise un peu l'analyse technique pour venir maximiser le rendement de vos investissements à long terme. Donc, encore une fois, ce n'est pas des recommandations, c'est seulement un partage d'une autre stratégie qui est un peu différente du DCA. Donc, je vais commencer tout de suite avec la grosse nouvelle du côté de ChatGPT. On se rappelle, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle développée par OpenAI, a été lancée au grand public en novembre 2022. Et là, d'ici 2 semaines, ChatGPT va avoir de nouvelles fonctions. En fait, OpenAI, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont venir intégrer leur intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E 3. Ils vont l'intégrer à ChatGPT pour lui permettre de faire un paquet de choses, entre autres, interpréter et générer des images et des sons. Autrement dit, maintenant, il va être possible de lui écrire des consignes pour que ChatGPT, en fait, te dessine quelque chose. Par exemple, tu pourrais vouloir... tu décris un peu ton entreprise, quel genre d'image de marque que tu veux donner, les couleurs que tu veux utiliser, tout ça. Puis ChatGPT pourrait te créer un logo pour ta business. L'autre chose qui va faire partie de la mise à jour, c'est que oui, ChatGPT peut générer des images, mais tu vas pouvoir aussi lui envoyer des photos puis lui faire des modifications. Donc, ou tout simplement utiliser l'image comme contexte pour mieux expliquer les consignes que tu lui donnes. Bref, la prochaine mise à jour va donner des yeux à ChatGPT. Et l'autre chose, ça va également donner la possibilité d'échanger vocalement. C'est-à-dire qu'avec la prochaine update, on va pouvoir communiquer avec ChatGPT directement en lui parlant avec notre voix. Et lui, de son bord aussi, peut nous répondre avec un peu à la Siri en répondant vocalement à nos consignes. Et l'autre chose par rapport à ça, c'est qu'avec la prochaine mise à jour, tu vas être également capable de lui donner un échantillon de ta voix, donc en communiquant avec, et à partir de là, il va pouvoir répliquer ta voix avec tes intonations, ta façon de parler, ta langue, tout ça. Donc, ultimement, tu pourrais rédiger un script, le faire lire à ChatGPT et il lirait avec ta voix. Donc, vous pouvez imaginer toutes les possibilités que ça peut faire. C'est un peu inquiétant parce qu'on peut imaginer toutes les scams également que les gens vont pouvoir construire avec ça. Bref, c'est ça qui nous attend au prochain update qui est en octobre, donc le mois prochain. ChatGPT va être rendu capable de reconnaître les photos, les sons et également être en mesure de générer ses propres images, ses propres sons, entre autres la voix. Donc au début, tout ça, ça va être seulement disponible pour la version payante qui est ChatGPT Plus, qui est avec la version qui est la version 4, je ne me trompe pas. Mais le point de tout ça, c'est de dire que cet upgrade-là, c'est une mise à jour majeure avec toutes sortes de fonctionnalités. Et tout ça, ça arrive moins d'1 an après le lancement initial de ChatGPT au grand public. Donc, comme je vous dis, c'était en novembre 2022. Et là, juste avec ces nouvelles fonctions-là, on peut déjà s'attendre que dans un avenir rapproché, il y a quelques métiers qui pourraient disparaître. On peut penser par exemple aux traducteurs, aux infographistes, aux programmeurs informatiques là, qui font du code, parce que ChatGPT va être en mesure d'offrir ce type de service-là, mais de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et surtout moins coûteuse. Donc le marché va se diriger naturellement vers cette option-là. D'ailleurs, une autre nouvelle par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que hier, Amazon ils ont annoncé qu'elle allait investir jusqu'à 4 milliards de dollars
dans une startup qui développe justement une intelligence artificielle de type chatbot. Donc, c'est pour venir concurrencer ChatGPT. Et l'entreprise en question s'appelle Anthropic. Et avec cet investissement-là de 4 milliards de dollars, Amazon acquiert évidemment des parts de la compagnie, mais ça reste une participation qui est minoritaire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres entreprises qui ont investi dans Anthropic. On peut penser à Google, à Salesforce et à Zoom Communication. Donc, ces trois compagnies-là qui ont également investi dans Anthropic. Par contre, pour comprendre un peu le motif derrière cet investissement-là, la semaine passée, Amazon y annonçait qu'ils voulaient ajouter une intelligence artificielle générative dans leur assistant virtuel Alexa. Donc, on peut deviner que c'est l'une des raisons de cet investissement-là de quelques milliards dans Anthropic. Et en retour de ça, l'intelligence artificielle d'Anthropic va servir de AWS, donc en fait qui est le service cloud d'Amazon. Donc, c'est un peu ça, qu'est-ce qui se passe du côté des investissements dans l'intelligence artificielle, donc les nouvelles fonctions de ChatGPT et un nouveau rival. Le nom du chatbot est Claude et on n'a pas plus de détails pour le moment par rapport à cette intelligence artificielle-là, mais est présentement en développement. Et petite parenthèse pour conclure sur Amazon, il y a une autre nouvelle qui est sortie récemment et c'est par rapport à leur service de streaming Prime Video. Dans le fond, ils ont décidé de suivre Disney+ et Netflix et d'intégrer en fait de la publicité sur Prime Video. Donc, à partir de début 2024, ça va être le cas. Et pour les membres Prime qui ne veulent pas voir de pub quand ils regardent des films ou des séries sur Prime Video, ils vont devoir payer un 3$ supplémentaire par mois pour éviter ces publicités-là. Et c'est ce qui m'amène à conclure qu'on se rapproche pas mal de la fin de l'ère du streaming en continu sans aucune publicité. C'est-à-dire qu'à l'avenir, tant qu'à moi, si tu veux pas voir de pub, il va falloir que tu payes plus cher pour ton service de streaming, que ce soit avec Netflix, Disney, Prime Video, puis tous les autres types de streaming. D'après moi, tout le monde va s'enligner vers ce modèle d'affaires-là qui est plus payant et qui permet en fait de venir financer tout le contenu qu'il y a à produire. Sinon, pour la suite, je vais vous parler sommairement des dernières données par rapport à la situation économique au Québec. Donc, deux choses. Premièrement, la vente de véhicules neufs dans la province. Donc, si on regarde les données, on peut voir qu'il y avait 447 000 voitures neuves qui ont été vendues en 2019. Sinon, en 2022, on était à 370 000. Et là, cette année, en 2023, on a les chiffres jusqu'en juillet et là, on est rendu actuellement à 222 000. Donc, un comparatif entre 2019 qui était à 447 000 et là, juillet 2023, on atteint 222 000. Donc, c'est pas tant que le monde achète plus de voitures qu'en 2019, qu'en pré-pandémie. En fait, c'est plus que l'offre actuelle est insuffisante puis que ça n'arrive pas à combler la demande. Parce que là, les prix des véhicules neufs, ils continuent d'augmenter. Mais les concessionnaires, ils trouvent encore des preneurs, des acheteurs. En 2023, pour vous donner une idée, là, le prix moyen d'un véhicule neuf, il est de 67 000 $. Et si on fait un comparatif, là, en janvier 2022, le prix moyen d'un véhicule neuf était de 46 000 $. Donc, en dedans d'un peu plus d'un an et demi, on est passé de 46 000 comme prix moyen à 67 000 $. Donc, c'est une hausse qui est très considérable. Et c'est pas tout parce que du côté du financement, on va voir qu'il y a de plus en plus de financement sur 84 mois, autrement dit sur une période de 7 ans. Donc les gens ont plus le moyen de mettre ça sur des 36, 48 mois, 60 mois même. Et en plus de ça, rajouter le fait que le taux moyen pour un prêt auto, pour ce type de financement-là, on est d'environ dans les 6%. Et tout ça, ça dépend évidemment du constructeur automobile. C'est pas le même taux d'intérêt chez Hyundai que chez Volkswagen. Et ça dépend aussi de est-ce que c'est un achat ou est-ce que c'est une location. Généralement, le taux d'intérêt est plus élevé pour une location. Bref, le coût d'une voiture neuve devient de plus en plus une dépense importante pour les consommateurs. Donc, c'est un autre facteur qui rajoute de la pression sur
les finances personnelles des gens, quoique tu n'es pas obligé d'acheter un véhicule neuf la plupart du temps. Peut-être que des fois c'est pour la job ou autre, mais ultimement, il y a des options moins coûteuses avec des véhicules d'occasion. Mais je voulais partager ces informations-là. Et deuxièmement, si on reste dans l'aspect plus économique, en se fiant sur les données d'Equifax, on peut constater que c'est dans la province de Québec qu'on compte le plus de faillites d'entreprises au Canada. Donc en termes de chiffres, là, depuis 1 an, on parle de 3100 faillites au Canada. Et là-dedans, il y en a 1880 qui ont été enregistrées au Québec. Donc autrement dit, 60% des faillites d'entreprises dans le pays ont été faites par des entrepreneurs québécois. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que le Québec, en fait, ça représente 23% de la population canadienne. Mais comme je vous dis, on fait partie de 60% des faillites du pays. Et juste pour faire un petit comparatif, la province de l'Ontario, ça représente 40% de la population du Canada. Et en 1 an, la même période de temps, l'Ontario affiche seulement 816 faillites d'entreprises, soit la moitié de celles qui ont été faites au Québec. Fait que c'est malheureux, mais cette année, le Québec gagne la médaille d'or pour les faillites d'entreprises. Donc c'est triste, mais c'est la réalité des entrepreneurs. Donc ça vous donne un peu la picture par rapport aux entreprises et on peut voir que la hausse des prix, l'augmentation des taux d'intérêt, ça touche également les entrepreneurs et tout particulièrement les entreprises du Québec. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, je veux qu'on se dirige vers les marchés boursiers puis qu'on parle un peu d'investissement à long terme. Je veux aborder aussi un autre type de stratégie d'investissement qui sort un peu de la norme là, du classique Dollar Cost Averaging, le DCA. Et pour vous parler de ça, je veux commencer par observer un peu qu'est-ce qui se passe du côté de l'analyse technique de l'indice S&P 500. Donc, si on regarde là, depuis le mois d'août, en fait, le S&P 500 il est passé de 4600 points à 4300 points. Donc, ça représente environ une baisse de 5,5%. Et c'est ça qui m'amène à vous parler d'une autre façon d'investir. Encore une fois, ça s'adresse aux investisseurs à long terme et plus particulièrement à ceux qui se concentrent sur les FNB indiciels. Donc, au lieu de faire du stock picking, c'est-à-dire d'acheter des actions individuelles, d'acheter des parts d'une entreprise spécifique, on achète un fonds qui reproduit le rendement d'un indice qui, lui, inclut un paquet d'entreprises. Dans le cas du S&P 500, logiquement, on parle de 500 entreprises américaines. Mais tu sais, tout le monde connaît le fameux DCA, qui est le Dollar Cost Averaging. Et ça consiste à acheter un titre, souvent c'est un FNB, avec le même montant d'argent à des intervalles de temps réguliers. Donc, ce qu'on appelle en français l'achat périodique à somme fixe. Par exemple, tu pourrais acheter chaque mois pour 1000$ d'un FNB. Ça pourrait être un FNB qui reproduit l'indice S&P 500, c'est le grand classique. Et en fait, tu vas acheter constamment pour cette somme-là, peu importe le prix du FNB, tu vas continuer d'en acheter à chaque mois. Et en gros, c'est ça l'approche du DCA. Et oui, ultimement, c'est une stratégie qui fonctionne, dans le sens que tu ne cherches pas à timer le marché, tu achètes autant quand ça drop que quand ça monte. Donc, ça te permet un peu d'ignorer les périodes de volatilité. Et sur un horizon de placement à long terme, le DCA te permet de rester investi, d'accumuler des investissements de façon constante. Et surtout, ça t'évite de succomber à la panique et puis de vendre quand les marchés sont en baisse. C'est principalement ça, les avantages du DCA. Par contre, malgré le fait que le DCA, ça doit être la technique la plus parlée sur les podcasts de finances et d'investissement, les chaînes YouTube, tout ça, parce que ça vient du fait que Warren Buffett a déjà dit que pour l'investisseur moyen, faire du DCA sur un fonds indiciel qui reflète le S&P 500, c'est la meilleure façon de faire. À partir de là, tous les pseudo-experts en investissement, c'est ça qu'ils vont mettre de l'avant. Ils vont juste parler du Dollar Cost Averaging dans un FNB comme si cette façon de faire-là, c'était la solution absolue. Et on s'entend, là, c'est pas
complètement bidon non plus de penser ça, sauf que le DCA, ça reste une approche qui est rudimentaire, qui est assez basic, et ça ne maximise pas le rendement que tu peux aller chercher avec juste un peu plus d'effort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que faut comprendre que si tu utilises la technique du dollar cost averaging, nécessairement, il y a des fois où tu achètes puis que c'est vraiment pas le moment de le faire. Et c'est normal, c'est un peu l'idée derrière le DCA, c'est que tu te casses pas le basic, tu investis la même somme d'argent à chaque intervalle de temps, peu importe le prix. Tu ne vas pas regarder ce qui se passe du côté du price action. Et ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est une espèce de variante du DCA. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas votre gestionnaire de portefeuille, ce n'est pas une recommandation ou quoi que ce soit. Je vous partage seulement une autre façon de faire et ça reste de l'investissement à long terme en utilisant encore une fois les fonds indiciels. Donc, je ne suis pas en train de réinventer la roue non plus. En fait, mon alternative, c'est de continuer d'acheter de façon périodique, donc acheter de façon constante, que ce soit aux semaines, aux 2 semaines, une fois par mois. Sauf que, au lieu d'y aller à chaque fois avec une somme fixe, tu vas varier ton montant à investir selon l'analyse technique. Donc, je vous explique. Disons que tu investis 1000$ par mois, puis que tu achètes des parts d'un FNB une fois par semaine. En somme fixe, tu vas mettre 250$ par semaine, peu importe le prix, peu importe ce qui se passe du côté du graphique. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que, en gros, le montant va varier selon le prix versus la tendance actuelle. Est-ce qu'on est dans un momentum haussier, un momentum baissier? Selon les niveaux de support et de résistance. C'est où les points de friction où j'ai plus de chances de rebondir à la hausse ou à la baisse. Je vais également regarder les moyennes mobiles sur 50 périodes, 200 périodes. Bref, c'est un peu un mélange entre le swing trading et le DCA. C'est-à-dire que le swing trading, pour le monde qui ne le savent pas, c'est prendre des positions sur quelques jours, quelques semaines dans le but d'encaisser des profits à court terme. Tu vas acheter là, tu vas surfer la vague de la tendance haussière, 3, 4, 5 jours plus tard, tu vends, tu encaisses tes profits. Ça, c'est du swing. Mais là, le but de mélanger le DCA avec le swing trading, c'est plus du côté de l'analyse technique. On va incorporer l'identification du momentum pour mieux prendre nos positions. Par exemple, si le prix est rendu à côté sur un support qui est très solide, ça devient une zone intéressante parce qu'il y a un bon potentiel pour que ça rebondisse à la hausse. Donc, tu es peut-être mieux d'acheter là que d'acheter 3 jours plus tard quand les prix vont avoir remonté. Même principe avec la moyenne mobile sur 200 périodes ou avec la ligne de tendance haussière. Il y a des moments qui sont plus critiques que d'autres, qui sont plus optimales. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'essayer de se timer parfaitement puis de rentrer all-in au plus bas. C'est pas ça l'idée, c'est pas non plus de faire du swing puis d'essayer de revendre quelques jours plus tard. Je veux qu'on reste dans l'optique que c'est de l'investissement à long terme et ça reste également de l'achat périodique. En réalité, le seul élément qu'on rajoute, c'est qu'on va servir de l'analyse technique pour venir optimiser ses prises de position. Donc, en examinant le graphique, par exemple, de l'indice S&P 500 ou du fonds indiciel sous-jacent, on va être capable de prendre des meilleures positions. Par exemple, c'est peut-être plus opportun d'acheter après une chute importante quand le prix va venir s'appuyer sur un niveau de support ou simplement constater que là, le titre semble s'essouffler, il semble être au bout de son mouvement haussier. Peut-être que c'est mieux d'attendre une couple de jours pour venir prendre une plus grosse position. Tout ça pour dire qu'on peut se servir de l'analyse technique. C'est aussi valide que quand je fais mes transactions de day trading, de swing trading, sauf que là, on le met dans un contexte d'investissement à long terme et dans l'idée, en fait, de rester investi. Moi, je vois ça comme une optimisation du DCA en servant des indicateurs techniques pour, en fait, identifier le momentum sur le graphique d'un FNB. Et là, je parle de FNB indiciel, donc ça pourrait être un fonds qui reflète l'indice S&P 500, le TSX Composite, le Nasdaq. Ça peut être également des FNB sectoriels, donc qu'à l'intérieur du FNB, on regroupe un paquet de banques, donc dans le secteur des services financiers. Ça peut être un FNB dans le secteur de l'énergie.
le principe, il reste le même, que ce soit un FNB indiciel, un FNB sectoriel ou peu importe. L'idée, c'est de se servir du graphique, de l'analyse du price action avec les lignes de tendance, les corridors, les niveaux de support et résistance, les moyennes mobiles, le MACD, tous ces indicateurs-là peuvent venir vous aider en fait à optimiser, à prendre de meilleures positions et ultimement, sur une période de 5, 10, 15, 20 ans, ces petites améliorations-là vont venir booster votre rendement. Tant qu'à faire du DCA puis de ne pas regarder pantoute le price action, je pense qu'on est capable de mettre un petit peu plus d'effort au niveau de l'analyse des titres dans lequel on investit une somme. T'sais, que ce soit juste 500$ par mois, au bout d'un an, ça fait 6000$. Y a-t-il une manière de placer ce 6000$-là dans des avec une meilleure prise de position? Je pense que oui. Donc, c'est un peu l'idée que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais tu sais, je vous rappelle que de mon côté, pour Traders 360, pour ma firme d'investissement, je vais faire du stock picking. Moi, je choisis des entreprises spécifiques. J'attends que le prix soit en dessous de la juste valeur. J'achète une action que je considère comme étant sous-évaluée. C'est ça qui compose mon portefeuille. C'est vraiment des entreprises spécifiques, des actions individuelles. Par contre, pour une partie de mes placements qui sont dans des comptes enregistrés, par exemple CELI REER, à ce moment-là, j'ai une portion qui est vraiment dans des FNB indiciels. Et pour ces investissements-là, ces placements-là, je vais utiliser la technique du DCA mixée avec l'analyse technique. On s'entend, je me sers de l'analyse technique pour mes transactions de day trading, de swing trading. Ça fonctionne de ce côté-là. Je serais un peu niaiseux de ne pas me servir de l'analyse du graphique pour venir bonifier le rendement de mes investissements à long terme, même si ça reste des investissements à l'intérieur d'un fonds indiciel. Pour moi, il y a une manière de venir maximiser ces placements-là aussi. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute, pour tous les beaux commentaires que vous avez laissés, les avis sur Google, les avis sur Spotify, Apple Podcast. Je vous encourage encore à mettre un 5 étoiles sur Spotify, à mettre un commentaire, un avis sur Apple Podcast. Et sinon, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.